Samedi 6 décembre 2025, le géohistorien Christian Grattalou, auteur de nombreux ouvrages et notamment d'atlas historiques, était accueilli à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de L'Esprit d'aventure, exploration et curiosité de l'histoire du monde aux éditions Armand Collin. Dans ce nouvel ouvrage, Christian Grattalou suit les axes ancestraux que sont les routes de la soie, des épices et des fourrures, retrace les périples des explorateurs, tels Christophe Colomb ou Guillaume le Gentil, et fait la part belle à des objets de curiosité d'apparence anodine. Le spécialiste de la géohistoire explore ainsi les grands mouvements de l'histoire, des hommes et du monde. Il était ici en dialogue avec Maxime Lagarde, responsable de communication de la librairie. Bonjour à toutes et à tous, pile poil à l'œil, à l'heure. Merci Christian Grattalou de venir nous présenter votre dernier livre aux éditions Armand Collin, L'Esprit d'aventure, dont on va parler aujourd'hui, l'exploration et curiosité de l'histoire du monde. Alors d'abord, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes géohistorien, professeur émérite à l'université Paris Diderot, spécialiste de l'histoire de la géographie de la mondialisation, disons, et également des différentes manières de représenter le monde. Votre travail, nous le connaissons à travers de multiples publications, notamment Géohistoire de la mondialisation, le temps long du monde, qui a été réédité une troisième fois, je crois, en 2023, c'est ça, aux éditions Armand Collin ? En 2015, la dernière fois. Et aussi, surtout j'ai envie de dire, à travers les différents atlas historiques sortis ces dernières années aux éditions des Arènes, avec la participation, on en parlait tout à l'heure, de l'histoire, de Sciences et Avenir, de la recherche. Et donc voilà, je voulais juste vous poser une première question peut-être sur ce travail-là d'atlas. Est-ce que les atlas sont quand même, vous êtes la cheville ouvrière de ces projets-là, mais c'est avant tout des projets collectifs, c'est ça, hein? Alors d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci à Ombre Blanche de m'inviter pour la, je crois, 4e fois, hein, c'est pas... Donc c'est un plaisir de revenir et de retrouver le petit réveil. Vous avez... Oui, je suis touché par le fait que vous me posiez une question sur la cartographie d'entrée, hein, c'est pas... Parce que c'est vrai que j'insiste sur le fait que un atlas, c'est jamais une œuvre individuelle. Enfin, on peut l'imaginer, c'est arrivé. Mais même si vous prenez les atlas du XVIe siècle, l'atlas de Mercator, pour prendre l'un des plus célèbres, il n'était vraiment pas tout seul, ne serait-ce qu'il avait des graveurs, par exemple, hein. Donc, un atlas, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, actuellement, d'ailleurs, j'ai 3 atlas en chantier. Passé celui du Moyen-Orient qui est paru en même temps que L'Esprit d'aventure en octobre dernier. Donc, si vous voulez, je pourrais revenir au printemps, au moment de l'histoire à venir. Oui, parce qu'il y aura un atlas de la mer, un atlas historique de la mer, et à la rentrée, il y aura un atlas historique du climat. Et puis, l'année prochaine, en 27, un atlas historique de l'économie. Voilà. Il y en a d'autres en projet, mais pour le moment, ça, c'est des chantiers. Et chaque chantier a son équipe. Et donc, des cartographes différents, des gens qui font les travaux, des scénarios, des cartes, ce qu'on appelle les briefs, différents. Alors, ce qu'il y a de commun, c'est le maquettiste, hein, parce qu'il faut que c'est le même apparence graphique. Effectivement, c'est aussi le directeur de collection qui est en commun. Mais c'est vraiment énormément un travail collectif. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les cartographes sont des auteurs et doivent figurer sur la couverture. Donc là, c'est une équipe qui s'appelle Légende Cartographie, qui est une coopérative de cartographes, mais donc c'est sur la couverture des atlas, hein. Là, Lionel Portier, qui a fait les figures et les cartes de l'Esprit d'aventure chez Armand Collin, et donc il est co-auteur de ce fait, parce que toute la partie graphique, c'est lui qui l'a largement imaginé. Alors justement, sur cette partie graphique, le livre très richement illustré, très beau, c'est probablement un très beau cadeau pour Noël. J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis, votre vue sur, parce que vous êtes quand même un spécialiste des représentations graphiques du monde, sur finalement le style utilisé, assumé de ces cartes. Je peux en montrer quelques-unes, une comme ça rapidement, qui tranche finalement avec le style peut-être des atlas mondiaux
plus rationnelle, rationalisée, disons, avec là une approche beaucoup plus stylisée, qui fait appel à l'imaginaire de la découverte. Alors, oui, je ne connaissais pas du tout Lionel Portier. Hein. Oui. C'est l'éditrice de chez Armand Collin, en avril dernier, qui me dit je connais quelqu'un, si ça vous arrange, je vais vous montrer quelques images qu'il fait. C'est un dessinateur, qui n'est pas d'ailleurs un dessinateur professionnel. Il a été un grand voyageur. Il a d'ailleurs un passeport australien, même s'il vit en Haute-Savoie aujourd'hui. Mais vous voyez, il fait des choses qui sont très jolies et ce serait peut-être intéressant. Alors, j'ai été ravi parce que pour moi, c'est une nette rupture avec la graphie et le style des atlas, dans la mesure où aujourd'hui la cartographie est quand même pas mal normalisée. Alors non pas sur le plan de la mise en scène cartographique du genre nord en haut, type de découpage, ça on fait, j'y participe, on fait de gros efforts pour essayer de montrer le monde autrement, mais au point de vue du mode purement graphique, hein, de techniques de coloration, de dessin, etc. La semaine dernière, il y avait un colloque à la Maison des Sciences de l'Homme consacré à Braudel, puisqu'il est mort il y a 40 ans, enfin il y avait 40 ans la semaine dernière, et je suis intervenu sur la cartographie de Braudel, et justement Braudel est l'un des premiers à avoir donné le nom au cartographe. Il faut dire qu'il avait eu le pape de la cartographie, c'est lui qui l'a institué comme pape, d'ailleurs, qui était Jacques Bertin, qui a codifié, donc tous les cartographes connaissent ça, et sont passés par là, ce qu'on appelle les variables graphiques de Jacques Bertin. C'est devenu un peu une dictature. Et aujourd'hui, je suis avec l'équipe qui fait les cartes du journal Le Monde, hein, qui est à part le New York Times, qui est une plus grosse équipe, c'est la deuxième au monde en taille de nombre de spécialistes de cartographie et d'infographie qui sont à temps plein. Ils sont 14. D'ailleurs, c'est une énorme équipe. On est bien d'accord pour dire qu'on est dans une période post-bertinienne et on commence à faire les choses un peu différemment. Mais ça a quand même pas mal normalisé. Donc d'avoir quelqu'un qui n'est pas de ce moule, pour quelque chose qui s'adresse à un public très très large, hein, et des adolescents en particulier, c'est effectivement la bonne solution. Je me pose des questions parce que j'ai un autre projet pour lequel je dois travailler mardi prochain, qui est de donner une version junior de l'Atlas historique mondial, okay, qui sera en gros aux collégiens. Et je ne sais pas s'il faut reprendre les mêmes formes ou pas, graphiques. Je me pose la question, donc vous me direz. En tout cas, là, on a quelque chose qui est plus proche du dessin, et du dessin, alors pas du livre pour enfants à proprement parler, mais du livre illustré, dans lequel la carte se mêle éventuellement avec d'autres formes, le comble étant la carte en forme de girafe, qui illustre l'histoire de Zarafa. On pourra éventuellement parler de Zarafa, la girafe cadeau diplomatique. Voilà, donc je trouve que oui, c'est tout à fait intéressant, et d'avoir travaillé simultanément la réécriture des textes, parce que c'était des textes préécrits, c'est des chroniques. Alors peut-être qu'on peut préciser juste rapidement, ce livre en fait regroupe un ensemble de chroniques, que 27 ou 28 chroniques que vous avez faites depuis 2011 dans la revue La Géographie, qui est une revue publiée depuis en fait 200 ans peut-être. 1821, donc 204 ans. De 204 ans, 224 ans. Oui, oui, du 121, non, 204 ans. C'est ça. Et publié, donc vous avez augmenté finalement avec ce livre-là, illustré cette série de chroniques, qui sont un peu des curiosités géohistoriques regroupées dans un seul livre. J'avais juste noté, pour vous donner un petit peu mon avis, mon regard là-dessus, donc on a entre les mains un panaché de curiosités géographiques, comme je disais, qui ont aussi des airs un petit peu de magasin du monde à la Pierre Saint-Garavelou, et aussi voilà, qui sont des questionnements parfois assez drôles, mais surtout qui sont révélateurs aussi de nos difficultés encore aujourd'hui, je pense, à nous figurer le monde en mouvement, avec des échanges de langues, d'objets, de récits, d'idées. Et en fait, on pourra se accorder pour dire que la géographie et l'histoire sont des sciences qui analysent surtout des dynamiques et des mouvements, des connexions, des frottements, aussi des voisinages, et non des récits figés, des représentations du monde figé de l'espace et du temps. Donc votre livre, je trouve qu'il illustre assez bien ce patchwork un petit peu d'éléments et voilà, de choses. Et peut-être que juste un petit mot sur vous militez quand même pour la multiplication des représentations graphiques des cartes, donc j'imagine que ce livre va dans ce sens-là aussi.
vous le faites. Et donc j'aurais bien voulu savoir si pour vous il existe une bonne représentation du monde aujourd'hui, ou si en fait c'est pas la peine d'essayer de tout. Enfin si, c'est la peine d'essayer, mais est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui comble un petit peu ces problématiques-là? Alors, une bonne représentation du monde, la réponse est non, évidemment. C'est une question que maintenant, si ça m'arrive encore, de participer à des opérations de formation continue d'enseignants sur la cartographie. Généralement, maintenant, on me demande d'ouvrir par une conférence. C'est comme les préfaces, quoi. C'est une marque de vieillesse, ça. Donc, on m'en demande des préfaces, beaucoup. Donc, la question qui venait de manière récurrente, c'est mais quel est le bon fond de carte du planisphère? Quel est le bon planisphère qu'il faut prendre? Et la réponse est de dire, il n'y a aucun bon planisphère, puisque de toute façon, dès que vous mettez le monde à plat, il a des bords, et le monde n'a pas de bords. Enfin, la surface de la Terre n'a pas de bords, donc de toute façon, c'est fichu. Ou alors, si vous le faites sur un globe terrestre tridimensionnel, sinon, ça ne marchera pas. Et encore, vous aurez le problème du haut et du nord et de l'haut, du bas, du nord et du sud qui va se poser. Donc, la seule solution, c'est de varier les types de représentation, de changer les angles de vue, de regarder les choses de manière différente. C'est ça le truc. Et alors en même temps, on ne peut pas non plus tout le temps surprendre. Donc j'essaye de le faire dans les atlas. De temps en temps, l'éditeur me dit « Oh là là, Christian, tu vas trop loin. Là, c'est une pointe trop d'en faux. » Donc il faut effectivement des cartes finalement qui surprennent moins. Puis heureusement, quand on fait des atlas historiques, on est entre le XVIe et le XXe siècle, on est dans un monde qui est dominé par l'Europe, qui est tissé par l'Europe. Et donc, les cartes bien centrées sur l'Europe classique, Méridienne Greenwich, l'Europe en haut, c'est exactement la bonne carte qu'il faut. Donc, ça va. Et ça ne surprend personne. Inversement, par exemple, l'Atlas historique de la Terre, ou bien on va le reprendre dans celui de la mer, on le termine par une carte de l'océan, où on voit les deux pôles. Et j'ai vu le nombre de gens qui me disent « Mais je ne le retrouve pas. » Attendez, prenez l'attention, vous avez le pôle nord là, le pôle sud là, et puis vous allez voir, les continents sont tout autour, en fait. Et puis l'océan, il occupe, puisqu'il n'y en a qu'un seul, il occupe presque toute la place. Et bien justement, sur les représentations du monde, le globe terrestre prend une place importante. Il y a une histoire en particulier dans votre ouvrage qui moi, m'a intéressé. C'est le cas d'Élisée Reclus, le géographe anarchiste qui, dans un projet pour l'exposition universelle de 1900, avait fait la proposition d'un globe terrestre de 160 mètres de diamètre, contenant un centre de documentation géographique, le tout à Paris, et culminant à 200 mètres de hauteur. Est-ce que ça, c'est un rêve de géographe encore aujourd'hui ou... Oui. Oui, mais pour le moment, je ne vois pas qui fournirait le budget de ce genre de choses. Effectivement, pour l'exposition universelle de 1900, il y avait, comme toujours, des appels à projets, comme on aurait dit plus tard. Et Élisée Reclus, qui était de loin le géographe le plus célèbre de son époque, tout en étant par ailleurs un militant anarchiste, il était un communard, entre autres, il avait fait une proposition de cet énorme globe terrestre. Et son premier projet était encore plus haut, d'ailleurs, un diamètre encore plus grand. Donc il s'agissait de représenter un globe qui, de l'extérieur, montrerait la Terre. Il y en a d'ailleurs finalement eu un à l'exposition de 1900, mais beaucoup plus petit. À l'intérieur de cette grande enveloppe, on pénétrerait et il y aurait un autre globe un peu plus petit. Et tout un système hélicoïdal qui permettrait d'aller du pôle nord au pôle sud, parce que ça aurait quand même été le nord en haut. Et donc, d'un côté, à l'intérieur, on aurait vu les terres et les mers, enfin la surface de la Terre, mais de l'autre, on aurait vu le globe céleste. Et comme on le voit, c'est-à-dire, non pas comme d'habitude on représente un globe céleste où il est à l'envers, en fait, puisque au lieu d'être une sphère dans laquelle on est, il est une sphère qu'on voit de l'extérieur, mais on aurait pu la voir comme on voit un planétarium, mais un planétarium qui aurait été complet. En même temps, à l'intérieur du second globe, il y aurait eu ce centre de documentation, ainsi que dans le socle, qui lui-même aurait eu une certaine hauteur. Donc, dans son acception maximale, ça aurait été quelque chose du genre 250 mètres de haut, et la situation aurait été la colline de Chaillot. Vous voyez, devant là où il y a l'esplanade des droits de l'homme, là maintenant, devant le musée de l'homme, d'ailleurs, auquel je collabore souvent, il y a sur la place, au lieu d'avoir la statue de Joffre, il y aurait eu cet énorme globe qui, s'il avait subsisté, aurait été pratiquement au sommet, aussi haut que la Tour Eiffel.
Donc ce serait même le monument le plus visible de Paris. Donc ça financièrement était absolument impossible. Il fallait 5 fois plus d'acier que pour la Tour Eiffel. Donc, bon, personne encore aujourd'hui n'envisage de faire ce genre de choses, même pas gonflable, temporaire. Enfin, donc, c'est bien dommage. C'était un rêve fou, mais effectivement, on peut le regretter. Alors, il y a bien eu, on en a parlé tout à l'heure, il y a une sphère à Las Vegas, une salle de spectacle qui fait 150 mètres de diamètre. Ça peut donner une idée un petit peu de ce à quoi aurait pu ressembler un globe de cette taille-là. Donc Élisée Reclus, c'est aussi un personnage très important, évidemment, de l'historiographie, de la géographie, mais je ne sais pas si on dit comme ça. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui parle encore dans sa démarche aux géographes d'aujourd'hui? Oh oui, tout à fait, parce que Élisée Reclus, la preuve, c'est qu'on le réédite tout ça constamment. Et du point de vue de le mode d'écriture, alors évidemment, c'est un homme du 19e siècle. Hein, il écrit comme... mais on lit toujours Dumas, donc... Et on lit toujours Reclus. Et c'est quelqu'un qui savait prendre, justement, je me semble son modeste continuateur, parce que si vous prenez l'histoire d'un ruisseau, par exemple, hein, il était graphomane, hein, il écrivait des milliers de pages chaque semaine, mais il a justement écrit des petites histoires de montagnes, de ruisseaux, où il raconte, justement, il rentre par le petit bout pour voir des éléments de description du monde, et il le fait par des récits. C'est ça qui me semble tout à fait intéressant. Et alors moi j'avais une autre question, alors qui est un peu plus sur un pan indiscret personnel. J'ai cru comprendre que vous, votre famille, ou en tout cas du côté de votre mère, vous aviez une part de famille qui est tisserand launay des Canuts. Et donc j'avais une question là-dessus. C'est vrai que dans votre travail globalement de géographe, votre manière de tisser des liens, des interconnexions entre des objets, des lieux, des personnalités, des personnages, je me demande quel poids ça a eu dans votre travail aujourd'hui, si vous l'analysez comme ça, ou si c'est une analogie complètement... Non, c'est de la coquetterie. Hein. Oui. Je sais pas. C'est de la mise en scène. Effectivement, j'ai raconté ça au micro de Xavier Mauduit à France Culture, oui, il y a 2 mois. Du côté de ma mère, c'est du textile, et du côté de mon père, c'est de la boucherie. Et donc j'aime bien raconter que d'un côté j'ai un héritage où on lit, on relie, on tisse, on met les choses les unes en lien avec les autres, ça m'intéresse pour la mondialisation, et de l'autre on découpe. On découpe pas n'importe comment, on a des liens, enfin il faut savoir les types de muscles, c'est très compliqué la découpe de la viande, et de ce fait ça me correspond aux dénominations du monde, aux continents, aux océans, etc., dans ce qu'on appelle les métagéographies, qui correspondent en gros les 2 faces de ce qui me permet de chercher à m'aider à comprendre le monde. Enfin voilà ce genre de choses. Voilà, bon, mais ça n'a qu'un intérêt parfaitement anecdotique, et je disais c'est de la pure... Alors, c'est quand même intéressant parce que dans l'ouvrage où vous parlez notamment de l'invention de l'aiguille à tricoter, du moins du trou de l'aiguille à tricoter. L'aiguille à coudre. Hein, à coudre. Ah non, pas l'aiguille à tricoter. Non, c'est beaucoup plus petit. Oui, hein, c'est ça. Même s'il y a de grosses aiguilles à coudre, les aiguilles de... le tout petit trou. Oui, en fait, l'aiguille à tricoter est moins intéressante parce que c'est une pique, c'est tout. Tout à fait. Tandis que l'aiguille à coudre, c'est une invention extraordinaire. Mais l'invention, c'est pas l'aiguille, c'est le chat. C'est le trou, c'est ça l'invention. Donc, j'aime bien, comme je parlais de l'histoire d'un ruisseau, essayer de trouver des petites choses par lesquelles on peut relier, tirer un fil, donc toujours du textile, pour avoir toute une histoire mondiale. Et effectivement, j'ai encore pas trouvé plus petit que le trou de l'aiguille à chat. Hein. Donc, c'est important parce que ce sont des objets qui remontent au Paléolithique. Nous en connaissons qui ont plus de 20 000 ans, qui sont des objets là franchement fabriqués, c'est-à-dire qu'elles sont en bois ou en os, elles ont été soigneusement polies, et c'est pour ça qu'elles ont subsisté dans des couches, et on en trouve quand même un certain nombre, donc ça prouve que c'était assez banal, au moins dans l'Ancien Monde, mais même en Amérique également. Il est
très probable, même si évidemment on ne pourra jamais le prouver puisque ces objets ont disparu, que des aiguilles naturelles, des grosses épines, ou petites même, ont pu être d'abord utilisées simplement en faisant le trou dans l'épine qui permettait de mettre un fil, quelque chose qui ressemble, qu'on appellerait un fil, mais il n'y avait pas de textile à l'époque, mais de mettre un tendon, c'est souvent à partir des petits tendons qu'on a, ou bien de mettre quelque chose qui est tiré du végétal, donc un fil d'un bout de chanvre par exemple, pour pouvoir coudre. Et sans ces coutures, on n'aurait pas pu faire des vêtements ajustés. Et c'est là où ça devient quelque chose de mondial, c'est que sans des vêtements ajustés, on n'aurait pas peuplé l'Amérique. C'est pour ça que je crois que je l'avais appelé passer en Amérique par le chat d'une aiguille. C'est quelque chose qui permet d'avoir des vêtements qui tiennent vraiment chaud. Parce que si vous voulez draper un vêtement, type une toge romaine, ou semi-drapé, parce qu'un boubou c'est déjà en partie cousu, mais vous aurez quand même du mal à résister à des très faibles températures. Vous aurez froid. Tandis que si vous avez des couches de vêtements ajustées, là, vous pourrez effectivement longtemps résister à des éléments froids ou faire des chaussures, par exemple, des sortes de gros chaussons en fourrure. Vous pouvez le faire, évidemment, à condition de bien les coudre. Il y a un exemple, mais évidemment, il est beaucoup plus récent que le passage de la Sibérie à l'Alaska via la Béringie, c'est-à-dire le détroit de Bering et Berger. Ça, c'était il y a au moins 30 000 ans. Mais qui est un personnage qui a vécu il y a 5 000 ans, qui est Ötzi, enfin le type qui était tombé dans un glacier, et pas tout seul d'ailleurs, parce qu'il a des pointes de flèche dans le dos. C'est notre invention qui l'a tué, en final. Il est probablement mort de froid, mais enfin, il était déjà en un mauvais état. Mais on tient pas le coupable. Il y a une plaisanterie j'en suis pas l'inventeur, qui consiste à dire c'est le plus ancien cold case, puisqu'évidemment il est sorti d'un glacier. Voilà. Donc il a une vêture à triple couche. Il a une couche d'abord de végétaux. Alors là, c'est des végétaux plus ou moins entrelacés, on pourrait dire presque tissés. Et puis il a 2 couches de fourrure successives, ce qui lui permettait d'être à 2200 mètres d'altitude. Alors on était dans le climat actuel, en gros, il y a 5000 ans. Mais c'était certainement en hiver, il faisait froid, et c'est comme ça que, tombé dans sa crevasse, il a pu être conservé et congelé, et qu'on a cette relique extraordinaire avec ce monsieur qui est évidemment un petit peu l'état d'une momie, si vous l'avez vu, qui nous a transmis toutes ces couches de vêtements, ainsi que tout le matériel qu'il avait avec lui. On va pas revenir là-dessus, mais il avait des médicaments, il avait des tas de choses. C'est très intéressant parce que votre livre aussi, il y a un autre article, un autre chapitre qui revient sur l'histoire, là on va peut-être pas en parler maintenant, mais en tout cas c'est un point intéressant, l'histoire du commerce, de la traite de fourrure jusqu'à nos jours finalement, jusqu'au 19e siècle en particulier, où la mondialisation s'intensifie, où il y a des routes de l'or mou, ce qu'on appelle l'or mou, qui se développe beaucoup. On va peut-être passer à un autre sujet, vous découvrirez dans le livre cette histoire-là. Je pense que c'est intéressant de revenir peut-être sur les manières de représenter le monde. Vous poussez le lecteur à penser le monde autrement, à décentrer le regard occidental. Et je pense notamment dans votre livre à ces cartes austro-polynésiennes, je dirais, ces civilisations qui naviguent de pirogue en pirogue d'île en île dans le Pacifique, et qui matérialisent l'espace maritime et la navigation autrement finalement que nous, avec de différentes manières. Là ici avec des bâtons et des coquillages, finalement j'ai montrer rapidement, voilà, il y a une petite coloration dessus. Et je trouvais ça intéressant peut-être de nous parler aussi d'autres types de représentations du monde. Vous en parlez dans le livre, celle-ci en particulier peut-être. Oui, alors, tant pis pour l'or mou. J'aime bien parler des fourrures parce que c'est un front pionnier de la mondialisation. Si vous voulez en parler un petit peu, parce qu'il y a 27 articles. C'est raconté dans le bouquin. Non, mais c'est vrai que les trappeurs ont été des gens qui ont précédé tous les autres, pratiquement, comme pour aller dans des endroits et relier ça au cœur économique, puisque les fourrures, c'était des biens de grand luxe. Donc, pour les cartes, effectivement, je suis souvent frappé par le fait que on parle des peuples sans écriture. Ça me chiffonne souvent parce que beaucoup de peuples, et j'aurais presque tendance à penser presque tous, ont au moins un mode d'écriture qui est la carte. Bien sûr, elles ne sont pas forcément dans des matériaux pérennes.
Mais les cartes dessinées dans le sable, par exemple, les Touaregs, une grande pratique de ce, enfin avaient bien sûr, une grande pratique de ce genre de choses, et pratiquement tous les peuples de marins ont d'une manière ou d'une autre des descriptions qu'ils incarnent plus ou moins, qui tracent de manière plus ou moins pérenne. Donc ces représentations mentales de l'espace qu'on a dans les têtes et qu'on va éventuellement mettre dans un objet externe, c'est effectivement ce qu'on appelle une carte. Donc il faut bien partir de là pour comprendre ce phénomène extraordinaire qui fait qu'un peuple qui a une même famille linguistique, les langues austro-austriques, les langues austronésiennes, qui sont parties de Taïwan il y a 5000 ans, sont aujourd'hui, enfin étaient au 18e et encore aujourd'hui, sont répandus de Madagascar à l'île de Pâques. Et on est à peu près sûr que ces navigateurs ont été jusqu'aux littoraux américains. On a entre autres un témoignage, qui est la patate douce. Mais on a une circulation qui est sur de les littoraux américains à Madagascar, c'est les 2/3 de la circonférence terrestre. Donc avant ce que les Européens dans leur superbe appelaient les grandes découvertes au XIXe siècle, c'est une expression récente finalement, c'est avant ces grandes navigations européennes qui effectivement ont fait mieux puisqu'ils ont fait le tour de la Terre avec Magellan, puis ses successeurs. Les Austronésiens ont été les plus grands navigateurs de l'histoire. Et ils avaient une compétence et une pensée de l'océan qui a énormément impressionné les navigateurs européens, cette fois-ci, qui étaient loin d'être incompétents en la matière, comme Cook ou La Pérouse, Bougainville aussi, mais moins le temps, mais d'autres navigateurs moins connus, Wallis, etc., qui ont rencontré ces navigateurs, ont dialogué entre collègues marins, et ont été extrêmement impressionnés par les connaissances, certes, on pourrait dire empiriques, qu'ils avaient de la mer. Par exemple, une de leurs connaissances était en plein milieu, en pleine mer, et ils savaient où ils étaient. Et pour les Européens, pour savoir où on était, ils sortaient une invention récente qui était le sextant, mais qui était le résultat de tout un tas d'appareils qui remontent à l'Antiquité, qui étaient simplement de plus en plus perfectionnés. Et puis évidemment, ils cherchaient une carte aussi qu'ils avaient, ils essayaient de se retrouver avec ça. Les Polynésiens, ils étaient chez eux. Comme d'ailleurs, parce que je parlais des Touaregs il y a un instant, les Touaregs dans le désert. Ils disaient, oui, d'accord, je sais bien où je suis. Comme vous, quand vous traversez la place du Capitole, bon, on sait où on est. Ils le repéraient, par exemple, aux formes de crêtes de vagues, au goût des courants et aux petites différences qu'il y avait, quitte même à goûter l'eau d'ailleurs. Bien sûr, à la forme des nuages, au type. Et par ailleurs, ils utilisaient la nuit les astres. Donc ils savaient aussi bien se repérer. On avait une navigation ils savaient très bien aller nord-sud ou sud-nord, enfin, méridien si vous voulez, et puis dans l'autre sens, est-ouest ou ouest-est, simplement avec les étoiles. Et ils faisaient des zigzags comme ça. Ils appelaient ça Pou et Rua. C'était les noms techniques de leur navigation. Et donc, cette méthode leur permettait de connaître absolument, de localiser toutes les îles dans, entre autres, ce qu'on appelle le triangle polynésien, c'est donc la partie ouest de ces navigations. Donc, le triangle qui est par les îles Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est et la Nouvelle-Zélande à l'ouest. Au plein milieu, il y a Papeete, en gros. Donc, vous avez cet énorme triangle dans lequel ils naviguaient sachant parfaitement ce qu'il y avait là-bas, au loin, au-delà de l'horizon, à X jours de navigation. Et on a un témoignage, d'ailleurs, qui est un type qui s'appelait Tupaia, enfin, que les Européens ont transformé son nom tel qu'ils l'entendaient en Tupaia, on l'a transcrit ainsi, et il est monté sur le bateau du capitaine Cook, quand il a fait escale pendant un hivernage à Tahiti. Il a eu lui-même toute une histoire politique locale, Tupaia, mais peu importe. Et il y a Banks, qui était un des grands savants qui était présent avec Cook, s'est mis lui-même à pas mal apprendre le polynésien, et Tupaia a pas mal appris l'anglais, donc ils ont vraiment pu discuter. Et avec Cook et Tupaia, on fait une carte qui est actuellement
Royal à Londres, la Royal Society of Geography. Et cette carte nous montre le Pacifique. Alors c'est très difficile à décrypter pour nous, parce que c'est pas devant nos normes de méridiennes parallèles que c'est organisé, mais des types de jours de navigation. Donc il y a toute une littérature très savante pour décrypter ce genre de choses. Mais ils ont énormément impressionné, et ils avaient ces cartes de bois qui n'emmenaient pas, hein, c'était pas des cartes qu'on emmenait sur les bateaux, c'était plus comme nos portulans qu'on affichait du XIIIe au XVIIIe siècle en Europe, qui étaient plutôt pour montrer ou surtout pour faire des apprentissages. Donc les maîtres de navigation, comme Paya, évidemment, ils formaient des plus jeunes, et justement, ils utilisaient beaucoup ce genre de choses pour s'en servir ensuite de mémoire quand ils étaient sur leur pirogue à balancier, qui n'étaient pas de petits bateaux, hein, d'ailleurs, c'était des bateaux qui faisaient plusieurs dizaines de mètres, c'était plus simplement un tronc creusé comme au départ, hein. C'était vraiment des bateaux de bois très construits, avec des systèmes de balancier, plutôt des catamarans d'ailleurs, hein, comme on en fera nous-mêmes plus tard, et qui étaient des flottes, qui pouvaient être des flottes extrêmement impressionnantes. Les gros bateaux avaient plusieurs dizaines de personnes à bord, hein. Sur la plateforme entre les deux pirogues, il y avait tout un habitat qui pouvait se construire. Ils allaient peupler d'autres îles, il y avait des échanges entre les îles ensuite, quand elles se connaissaient bien. Donc oui, non, c'était très impressionnant. Et on les oublie beaucoup, hein, ce genre de choses qui n'apparaissent jamais dans les manuels scolaires. Enfin bon, c'est bien dommage, parce que c'est une des aventures les plus fascinantes des histoires des humains, je crois. Et vous avez évoqué rapidement l'histoire de la pomme de terre, qui moi aussi m'a intéressé, la pomme de terre en Polynésie en tout cas, et qui pose la question finalement d'une interaction. En fait, est-ce que la pomme de terre cultivée en Polynésie vient des Amériques par l'action de l'homme, ou est-ce que c'est une action naturelle qui daterait avant d'une autre variété de pommes de terre? En tout cas, ça pose beaucoup de questions aux chercheurs. Alors, c'est pas exactement la pomme de terre, c'est la patate douce. Hein. La patate douce, pardon. C'est des cousines, hein. Mais bon, oui. Quand même, c'est pas tout à fait pareil. Il y aurait d'ailleurs le manioc aussi, hein, qui est dans la même grande famille de ces racines qui ont été développées en Amérique du Sud, qui sont devenues des grandes plantes essentielles dans l'alimentation mondiale aujourd'hui. Alors, oui, il y a une carte que j'ai plusieurs fois utilisé dans des atlas, enfin que j'avais été heureux de pouvoir faire, parce qu'on ne trouve pas si facilement que ça, qui était la carte de l'échange qu'on appelle l'échange colombien. Une expression d'un historien américain, pour dire qu'à partir du XVIe siècle, à cause du franchissement de l'Atlantique par les Européens, il y a eu un grand brassage de tas de choses, y compris de microbes, bien sûr, mais enfin, au moins volontairement, de plantes et d'animaux domestiqués. Sauf qu'en Amérique, ce n'était pas les mêmes que dans l'Ancien Monde. Donc, il y a eu un échange qu'on appelle l'échange colombien. Bon, maintenant, c'est devenu conventionnel. Donc, cet échange colombien, il est massif, mais on oublie qu'il y a eu des diffusions énormes avant. Alors, on sait celle de l'Ancien Monde, justement pour se concrétiser ces échanges qu'il y a de la Méditerranée à la Chine sur plusieurs millénaires, bien avant, justement, le XVIe siècle. On peut se rappeler que le blé, qui est la plante dominante dans le nord de la Chine, après ayant largement succédé au millet, le blé, il a été inventé, parce que c'est un hybride, il a été inventé au Moyen-Orient il y a à peu près 10 000 ans. Il a mis quelques millénaires à passer jusqu'en Chine du Nord. Réciproquement, à partir de l'Europe antique, enfin de la Méditerranée antique, on va progressivement cultiver des pruniers, des cerisiers, des arbres qui ont été domestiqués en Chine. Ou bien, j'aime beaucoup raconter l'histoire de la canne à sucre, hein, qui est une plante originaire probablement, de l'Asie du Sud-Est, disons, pour être prudent, il y a des tas de polémiques là-dessus, mais qui a été domestiquée et dont la mode de culture, ce qu'on appellera bien sûr des plantations, a été inventée en Inde, dans le premier millénaire avant notre ère. C'est là que les soldats d'Alexandre rencontrent, c'est une très jolie phrase, j'aime bien la citer chaque fois, ce roseau qui donne du miel. On a pris un des catégories que les Grecs avaient en tête, roseau et miel, pour la canne à sucre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va bien sûr aller jusqu'en Amérique. Alors, il y a des échanges dans l'Ancien Monde, mais il y a aussi des échanges ailleurs. Alors, d'abord, à l'intérieur de l'Amérique. La pomme de terre va rester plutôt dans l'Amérique du Sud, comme le manioc. Mais le cacao, par exemple, le cacaoyer est un arbre d'Amazonie,
Et c'est surtout en Amérique centrale que le cacaoyer est développé. Hein. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, j'ai écrit une histoire du petit déjeuner. Le cacaoyer, c'est quelque chose qui a connu une vaste diffusion. Puis surtout le maïs, qui est une plante elle aussi originaire d'Amérique du Sud, qui a été à la base alimentaire des grands empires d'Amérique centrale, à commencer par les Aztèques, et puis qui s'est diffusé dans toute l'Amérique du Nord, puisque les Iroquois, par exemple, pour aller chez nos cousins de la belle province, c'est du maïs qui était leur base alimentaire, hein, qui était originaire et qui avait été adapté à des régions plus tempérées. Donc vous avez d'une diffusion, et puis il y a cette diffusion extraordinaire qui correspond aux navigations polynésienne qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a une plante que les Européens ont découvert en Asie d'abord. Et ils ont même cru que c'était une plante d'origine chinoise au départ, qui est la patate douce. Mais qui est présente dans l'Asie du Sud-Est, dans l'actuelle Indonésie, et qu'on retrouve dans toutes les îles du Pacifique. C'est vraiment avec le taro, qui lui vient d'Asie. C'est vraiment... et puis le petit cochon noir, qui est aussi un asiatique. Ce sont des bases de l'alimentation dans les îles du Pacifique. Sauf que la patate douce, là les biologistes sont formels, est originaire d'Amazonie. Donc, comment elle est arrivée en Chine ? Alors que ce ne sont absolument pas les Européens qui l'ont apportée, puisqu'ils ont cru, au contraire, ils l'ont connue en Chine, ils ont cru que ça venait de là. Eh bien, elle a traversé le Pacifique. Ah oui, comment ? Alors, deux hypothèses, et là on est dans un débat qui peut se reproduire sous des tas d'autres formes. Deux hypothèses. Soit c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire que des graines ont été transportées par des oiseaux. Alors la patate, ça ne flotte pas. Hein, donc, c'est pas les noix de coco, on a pu imaginer qu'elles pouvaient comme ça passer d'île en île. Mais pas la patate. Mais bon. Donc, il y aurait des phénomènes migratoires, sachant qu'on ne peut pas inventer un continent. Enfin, si, il y a bien des romanciers qui ont inventé le continent Mu au milieu du Pacifique. Mais enfin, non, c'est du roman. Donc, non, c'est pas. Il y a cette possibilité. Et puis, l'autre solution, qui est quand même, me semble-t-il, la plus simple, c'est de penser que il y a des personnes qui cultivaient ça en Amérique et qui ont été en contact avec des gens du Pacifique. Alors, on pourrait imaginer, ça c'est l'histoire de Thor Heyerdahl, vous savez, ce Norvégien qui avait voulu traverser le Pacifique sur un radeau de type lac Titicaca en balsa. Enfin, il a réussi d'ailleurs, hein, mais c'était un peu risqué. Donc, on pourrait imaginer que ce soit des Péruviens, pour employer un terme anachronique, qui aient été jusque dans des îles du Pacifique. Il y a des gens qui le pensent, ou qui l'ont pensé, en tout cas en s'appuyant sur des légendes incas, qui racontent que l'un des empereurs du fin 14e, ancêtre donc des derniers incas, aurait fait un grand voyage vers l'ouest jusqu'à revenir. C'est tout, hein, c'est infime. Vous savez, des récits comme ça, il y en a en Afrique pour l'Amérique. C'est très difficile à manipuler. Et puis, on n'a aucune trace concrète, aucune trace maintenant de patrimoine génétique d'origine amérindienne qui se retrouverait dans une île du Pacifique. Aucune trace. Inversement, il y a une chose qu'on voit bien, c'est que les termes utilisés en langue polynésienne, pluriel langue, pour désigner la patate douce, sont les mêmes qu'en quechua. Ah, quand même, c'est pas un hasard, ça. Voilà, donc pour le moment, dans les spécialistes de l'histoire océanienne, on continue encore à se battre un peu là-dessus, mais l'hypothèse d'une diffusion humaine est de loin celle qui tient l'analyse générale, et effectivement, je les partage. Merci beaucoup pour cette explication riche et intéressante. Et moi, il y a un autre article, un autre chapitre qui m'a beaucoup plu, d'une aventure moins glorieuse peut-être que les autres, des mésaventures de Guillaume le Gentil, le navigateur français. J'aimerais bien que vous racontiez peut-être faire l'histoire rapidement de ce personnage qui part en fait en 1760 de Paris pour aller à Pondichéry observer le transit de Vénus, qui en fait n'arrive que très rarement. C'est deux fois. Alors c'est une fois tous les 100 ans et ça arrive pas. C'est deux couples de deux périodes séparées par 8 ans
en une période de 253 ans, je crois. Enfin voilà, c'est disons un quart de millénaire, et là vous avez 2 fois l'occasion, donc c'est assez rare. Et dans une vie d'astronome, la possibilité de pouvoir voir et analyser le transit de Vénus, c'est-à-dire le passage de Vénus devant le Soleil. Donc on le voit, on voit un petit point noir, évidemment il faut faire attention, et ça n'a pu être véritablement analysé, même si dans l'Antiquité on connaissait, on avait repéré le phénomène, ça n'a pu être vraiment analysé qu'à partir du moment où on avait des lunettes astronomiques. Donc au XVIIIe siècle, les astronomes, c'est une horloge, le système solaire, donc ils savent qu'il va y avoir un transit de Vénus, 2 transits de Vénus en l'espace de 8 ans, au milieu du XVIIIe siècle, et donc il y a un astronome français qui est un éminent savant, membre de l'Académie des sciences, un homme réputé, qui décide d'aller l'examiner le mieux possible. Le mieux possible, ça veut dire là où on peut calculer l'endroit où elle sera le plus visible par rapport au Soleil, et il calcule que c'est dans l'océan Indien, en tout cas pour le premier passage. Donc il part, puis il s'y prend à l'avance, de plusieurs années à l'avance, et il va aller dans la France indienne, si j'ose dire, c'est-à-dire à Pondichéry. Donc à l'époque, c'était grand, d'ailleurs, les conquêtes françaises, avant que ce soit juste le petit confetti d'empire qui restait après 1763. Justement, on est juste avant 1763, c'est-à-dire la guerre de 7 ans, et celle où les Français ont perdu le Canada et l'Empire des Indes. Et ça chauffe entre les Français et les Anglais, et en particulier ça chauffe sur mer. Donc notre Guillaume le Gentil, il fait son long trajet, et il aboutit en France, si j'ose dire, c'est-à-dire à l'île Bourbon et l'île Maurice, c'est-à-dire l'île de la Réunion, enfin l'île Maurice, non, on dit l'île Bourbon et l'île de France, pardon. Et donc l'île Maurice actuelle et l'île de la Réunion. Il change de bateau, il prend une autre frégate de la Compagnie des Indes, et finalement il part au large de Pondichéry. Sauf que là, c'est infesté de frégates anglaises. Donc le capitaine du navire dit « Ne prenons aucun risque » et hop, demi-tour. Pauvre Guillaume, il n'est pas, au moment où il y a le transit de Vénus, il est donc en mer. Alors, elle est donc installée, une lunette, un observatoire sur une frégate. Bon, évidemment, il n'observe rien du tout. Et comme c'est un homme obstiné, il décide de rester 8 ans pour observer le transit suivant. Et donc, puisqu'il était sur place, et qu'il fallait du temps pour venir, il reste à la Réunion. Il va d'ailleurs, entre autres, faire une excellente cartographie de la côte est de Madagascar, qui était très mal connue à l'époque, où il ne perd pas son temps. Et toutes ses connaissances, parce qu'il fait aussi il herborise, il fait des tas de choses, il envoie tout ça par lettre à Paris. Donc, il tient tout à fait au courant l'Académie des sciences, la cour. Enfin, normalement, on devrait être très au courant. Et il décide que le second transit, il ira le voir là où l'endroit est le mieux possible, c'est-à-dire à Manille. Donc il va aux Philippines. Alors, sauf que c'est espagnol à l'époque. Quand il y arrive 1 an avant, prudent. Très prudent. Il est prudent, c'est pas. Il arrive 1 an avant, mais les autorités espagnoles, bien que pourtant alliés de la France, le voient d'un mauvais œil, se demandent si c'est pas un espion, c'est pas. Donc il le fiche dehors. Bon. Il retourne à Pondichéry, il construit une tour. Il y a 1 an avant, il construit une tour, un observatoire et des lunettes. Voilà, parfait. Sauf que c'est la mousson. Donc les jours, c'est plusieurs nuits du transit de Vénus, un ciel gris, noir, des pluies torrentielles. Enfin bon, bref, il n'a rien observé du tout. Voilà, bon. Ma foi, il rentre à Paris. Ça prend encore du temps. Bon, il rentre à Paris. Et quand il arrive à Paris, il s'aperçoit qu'il est mort. Oui, parce que comme ces lettres ne sont jamais arrivées, les Anglais les avaient court-circuités, ou les bateaux avaient coulé, ou les gens s'en étaient fichés. Donc tout était parti à la mer. Rien. Alors heureusement, il avait un double de tous ses travaux. Ça, c'est dans les archives de l'Académie des sciences actuellement. Parce qu'il avait observé beaucoup de choses dans le ciel. Il y a pas mal d'astres aujourd'hui qui s'appellent le Gentil 1, le Gentil 2. Parce qu'il a donné son nom, c'est un grand savant. Il y avait un cratère aussi Oui, sur la Lune aussi. Ça, c'est récent. On a donné son nom à un cratère sur la Lune. On lui devait bien ça quand même. Donc le Gentil rentre à Paris et là, il s'aperçoit que ses biens ont été vendus. Que sa famille a longuement hérité de tout ce qui restait, que sa place à l'Académie des sciences est occupée. Donc,
Bon, effectivement, c'est une triste histoire. Mais enfin, ça fait tout de suite le tour des salons parisiens. Louis XV s'en émeut. On va lui recréer un siège à l'Académie, etc. Il va écrire un livre qui sera un best-seller. Donc, il aura une fin de vie. Il n'était pas marié jusqu'à présent. Il épouse une jeunette. Et il mourra dans son lit tranquillement, je le précise, parce que c'est en 1792 qu'il est mort. Hein. Oui, il était bien après, plus de 30 ans après. Et c'était un moment où, on pouvait avoir parfois d'autres raisons de mourir, ou d'autres manières de mourir. Il est mort tranquillement dans son lit. Voilà. Mais il est plus connu aujourd'hui pour ne pas avoir vu le transit de Vénus que s'il avait fait tous les calculs et qu'il avait perfectionné un peu la connaissance qu'on a du phénomène. Je trouve ça assez vrai dans le livre aussi. Il y a une autre histoire avec Abel Tasman, la personne le navigateur néerlandais qui, de manière fortuite aussi, a mis le pied sur l'île qui aura son nom par la suite, l'île de Tasmanie, qui a aussi mis le pied sur l'île qui deviendra, en Nouvelle-Zélande, puis les Fidji, mais de manière finalement un peu par accident ou par sérendipité d'arriver sur ces terres-là. Donc ces histoires-là sont quand même assez... Oui, ça c'est souvent le cas, les découvertes, effectivement, mais le fait que ce capitaine de la VOC, de la Compagnie des Indes d'Amsterdam, il ait donné son nom à un archipel qui est au sud de l'Australie, la Tasmanie. Au bout du compte, ça nous mène à Tex Avery, et vous connaissez sans doute le personnage de Taz, cette espèce de monstre, qui est ce qu'on appelle le diable de Tasmanie, qui est un animal qui existait, mais qui a été transformé évidemment par l'auteur de cartoon pour un personnage absolument horrible. Et effectivement, ça vient de de Tasman, qui était un nom flamand tout à fait banal. Et ce monsieur, il devait faire des mesures dans le sud pour la Compagnie des Indes. Et il est reparti, en gros, de la Réunion, d'ailleurs, il est reparti de l'ouest de l'océan Indien par à peu près les latitudes équatoriales. Et il est parti un peu plus au sud. Et résultat, il a raté l'Australie. Et il a continué plein est. Puis au bout d'un moment, il s'est dit on va repartir vers le nord. Et là, il a trouvé la Nouvelle-Zélande. Il était certainement le premier Européen à aller en Nouvelle-Zélande. Et puis il a continué. Et puis il est revenu à Java, enfin à Batavia, donc la capitale pour la Compagnie des Indes en Asie. Et il n'avait toujours pas vu l'Australie. Il a fait absolument tout le tour. Il n'a pas vu. Alors dans un deuxième voyage, oui, il a relevé le littoral nord de l'Australie. Mais il avait rencontré la Tasmanie en passant. Il n'avait pas l'Australie. C'est assez amusant de voir. Enfin, il faut le cartographier parce que sinon, voilà. Oui, c'est aussi très intéressant, cette histoire de ce personnage-là qu'on connaît un peu moins et qu'on découvre à travers votre livre. Et maintenant, il est un personnage identitaire australien. C'est-à-dire qu'il y a un tableau de Tasman et de sa famille, qui est un tableau tout à fait intéressant, un tableau hollandais, comme tous les grands personnages, il s'était fait peindre une fois où il était retourné en Hollande. Et ce tableau, lorsqu'il a été mis en vente il y a une vingtaine d'années, a été acquis par la Chambre des députés australienne, comme l'homme qui a découvert l'Australie. Enfin, il n'a pas exactement découvert d'ailleurs de sa fête. Mais là, au moins, la Tasmanie. Il n'a pas découvert, mais en tout cas, ça a démontré que l'Australie était une île. Alors que ce qu'on connaissait de l'Australie, c'est le littoral nord, que lui a bien cartographié ensuite, n'était pas une pointe nord de cet immense continent antarctique qu'on a supposé comme une logique aristotélicienne, je le dirai d'une phrase dans un instant, dans tout le sud de notre globe. Je veux dire par là que dans la physique aristotélicienne, et donc la géophysique de la Terre, parce que évidemment Platon, Aristote pensaient bien que la Terre était une sphère, ça, il y a un tas d'éléments, c'est eux qui l'ont, c'est les Grecs qui l'ont prouvé. La Terre était avec du haut et du bas. Parce que dans la physique aristotélicienne, l'univers a du haut et du bas, ce qui correspond à notre expérience empirique. Mais si la Terre est une sphère et qu'il y a du haut et du bas, il y a un petit problème, c'est que nécessairement nous sommes en haut. On peut constater que notre tête est plus haut que la Terre. Mais dans ce cas-là, pourquoi la Terre ne risque-t-elle pas de basculer ? C'est le principe du culbuto. Si la Terre ne bascule pas, c'est qu'elle est plus lourde dans la partie inférieure, c'est-à-dire qu'il y a plus de terre émergée au sud qu'au nord. Donc on connaît les terres émergées du nord, mais on imagine des terres émergées plus importantes au sud. Donc dans les cartes médiévales qu'on appelle les mappemondes à zones,
Alors pas les mapmondes T d'en haut qui donnent les 3 continents, mais les mapmondes qui montrent des zones qui sont des zonas, c'est la ceinture, hein, donc les zones de température que les Grecs avaient identifiées. Dans le sud, il y a un énorme continent. Donc jusqu'au XVIIe siècle compris, on est persuadé que ça existe. On ne l'a pas vu, mais c'est logique. Donc tous les physiciens, et donc dans les atlas, les planisphères qu'on fait, chaque fois qu'on a trouvé un petit truc qui est un littoral quelconque au sud du tropique du Capricorne, on dit voilà un littoral. Ce qui fait qu'on l'a longtemps d'ailleurs appelé la Magellanie. Parce que Magellan, lui, il est passé par un petit détroit au sud de l'Amérique, entre l'Amérique du Sud et la Terre de Feu. C'est lui qui lui a donné son nom de Terre de Feu. Donc la Terre de Feu, pour Magellan et pour tous les cartographes qui l'ont utilisé, c'était un morceau de cet énorme continent. Et même chose, hein, quand on a rencontré des îles type Sainte-Hélène, etc., on pensait que c'était des littoraux, des petits bouts de ce continent, et puis bien sûr le littoral de l'Australie. Donc si vous regardez des cartes comme celle d'Ortelius, des grands planisphères du XVIe siècle, vous voyez la forme du nord de l'Australie, le Cap Bonaparte, enfin, on voit un bout d'Australie, mais sur un énorme continent qui est dans le sud. Et évidemment, ça a prouvé, Tasman a prouvé qu'au moins l'Australie, non, il y avait des mers au sud, hein, puisque lui en avait fait le tour. Alors j'avais plein d'autres questions, mais je pense que je vais vous poser une dernière question, peut-être revenir sur l'Atlas historique du Moyen-Orient aussi, qui est disponible également à l'accueil de cette salle. Juste un petit mot pour vous demander, alors de manière, effectivement c'est un livre qui assez léger dans sa forme, dans son image, avec des belles histoires, avec aussi quand même des réflexions historiographiques, géographiques intéressantes, politiques à certains endroits. Mais celui-ci est quand même plus sérieux, on va dire dans quelque chose de jeu sérieux dans le sens scientifique, mais disons dans son approche technique, vraiment du savoir. Et donc je voulais vous poser la question de l'Atlas historique du Moyen-Orient. Il a été terminé, je crois vous l'avez bouclé, ou on en parlait le 31 juillet dernier. Et quelques jours auparavant, le 24 juillet 2025, Emmanuel Macron et la France reconnaissaient un État palestinien. C'est l'État palestinien. J'aurais aimé avoir votre regard un peu sur ça, sur le fait que la géographie doit agir aussi dans l'urgence, à un moment où on doit présenter une carte, par exemple, de reconnaissance de la Palestine, qui est disponible dans cet ouvrage-là, en moins d'une semaine. Voilà, rapidement de créer ça, pour répondre aussi à des enjeux d'actualité, peut-être. Oui, alors effectivement, il se trouve que le hasard de l'édition fait que chez Armand Collin, j'ai publié un livre qui est plutôt plaisant, et puis c'est plutôt pour voir l'histoire mondiale à travers des petites histoires comme celle que je viens de raconter. Et puis qu'en même temps, on faisait aux arènes, aux éditions des arènes, un atlas sur un lieu qui, à ce moment-là, était particulièrement douloureux. Il est toujours d'ailleurs, mais enfin, c'est encore plus chaud à ce moment-là. On n'est pas des charognards, hein, je veux dire par là qu'on n'a pas choisi de faire un atlas parce que Netanyahou a décidé d'écraser Gaza. Hein. Donc un atlas, ça se décide 2-3 ans auparavant au minimum. Il y en a, c'est même 5 ans. Donc l'atlas du Moyen-Orient, on l'avait décidé sans doute à peu près vers 21-22 à peu près. Donc on n'avait pas anticipé. Mais c'est vrai qu'on a été de ce fait attrapé par le 7 octobre 23, donc la carte y est bien sûr, et qu'on suivait chaque fois quand on est dans un atlas. Alors c'était plus Vincent Lemire qui est beaucoup plus compétent puisqu'il est un spécialiste de la région, il a dirigé pendant quelques années le Centre français de recherche de Jérusalem, l'Institut français de Jérusalem. Donc c'est quelque chose que l'on a cherché à faire en suivant l'actualité. Et on a décidé qu'à un moment, il fallait qu'on s'arrête, puisqu'il fallait que ça parte chez l'imprimeur. Donc ça a été le 31 juillet. Ce qui fait que, d'ailleurs, il y a une carte de la reconnaissance
des pays qui reconnaissent l'État palestinien, et on était obligé de faire une catégorie de ceux qui ont annoncé la reconnaissance, mais qui ne l'avaient pas encore reconnu tout à fait, comme la France, ainsi que d'autres pays qui l'ont fait à peu près au même moment que la France. Et Vincent Lemire a d'ailleurs accompagné le président de la République à New York lorsque, à l'ONU, ils ont annoncé ça. Donc vous avez là quelque chose qui était lié à l'actualité, même si évidemment l'Atlas du Moyen-Orient se justifie d'abord parce qu'on parle du néolithique, des Sumériens, voilà, on a un atlas historique où on a l'Empire ottoman. Donc c'est là où on a évidemment beaucoup moins de problèmes d'actualité, mais tout atlas historique a le problème du terminus, voilà, de savoir où on en est, et chaque fois on est lié à des questions. C'est pour ça que je faisais allusion à l'équipe du Monde tout à l'heure, parce qu'on est un peu associés. C'est sûr qu'il faut chaque fois essayer de bien coller à avoir une carte et de dater la carte. Toute carte doit être datée, nécessairement. Bien sûr. La question aussi revenait sur le fait, est-ce que vous, en tant que géographe, géohistorien, vous faites de la géographie un élément aussi important à ce moment. Effectivement, l'ouvrage a été pensé, envisagé avant les événements tragiques en Israël et en Palestine, mais il intervient à un moment particulier spécifique qui permet aussi aux gens d'avoir une compréhension globale des événements sur le long terme. Et donc vous mettez aussi en jeu un petit peu votre travail permet aussi aux gens d'en entendre, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une position aussi que vous acceptez, que vous nourrissez ? Ça me semble même fondateur à l'idée même d'atlas historique. Il y a un mot, une formule que j'utilise généralement souvent pour ça, c'est de dire c'est fait pour ne pas être amnésique. C'est-à-dire de se souvenir que tel ou tel problème ou tel événement, qui peut d'ailleurs n'est pas forcément dramatique, c'est quelque chose qui a souvent, presque toujours, une longue histoire. Que ça s'inscrit dans un processus et que justement il s'agit d'avoir des filiations. C'est une chose auquel on ne fait pas forcément attention, mais en haut de toutes les pages de droite, il y a des renvois antérieurs et postérieurs, enfin en amont et en aval de l'atlas, dans la mesure où un atlas historique, par définition, est toujours un compromis entre un découpage du temps et un découpage de l'espace. Donc quand dans l'Atlas du Moyen-Orient, j'ai une carte, mettons, de l'Empire ottoman au XVIIIe siècle, qui prend une double page, quelle est la double page suivante ? Est-ce que c'est une carte de l'Empire ottoman au XIXe siècle ou est-ce que c'est une carte de l'Empire persan, iranien au XVIIIe siècle ? Est-ce que c'est la même époque ou est-ce que c'est le même lieu ? Alors pour l'Atlas mondial, je peux vous dire que c'est encore plus, c'est encore plus complexe ce genre de choses. Donc c'est comme les planisphères, il n'y a pas de bonne solution, mais on peut effectivement articuler les choses de différentes manières. Donc ça permet de doublement contextualiser spatialement et temporellement. On contextualise en se disant qu'est-ce qu'il y avait avant ? Dans quel processus et qu'est-ce qu'il y aura d'ailleurs après si on se situe sur quelque chose de loin, de passé, et réciproquement, qu'est-ce qu'il y a simultanément à proximité ou éventuellement relativement loin, mais en interrelation. Donc il faut avoir constamment ce genre d'éléments. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les cartes pour faire ce genre de choses, parce que les cartes, ça oblige à être systématique. Dans un récit, alors j'aime bien aller faire des récits, mais si c'est un récit purement textuel, oral ou écrit, peu importe, on peut sauter, on peut faire des lacunes que le lecteur ou l'auditeur ne verra pas forcément. Mais quand c'est sur une carte, ça s'appelle le blanc de la carte. C'est si jamais il y a eu un manque d'information, ça se voit. Merci beaucoup Christian Gratalou. Je vais laisser la parole au public s'il y a des questions, s'il y a des réactions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais passer le micro s'il y a des questions. Oui, bonjour. Au début de votre intervention, là, vous parliez de est-ce qu'il peut y avoir une seule carte qui représente et la question que je me posais, moi, c'est en général une carte, c'est quand même associé à une thématique, à une présentation, donc on peut estimer que c'est orienté. Et donc, est-ce qu'il existe des cartes qui ne sont pas orientées ou forcément, quand on fait une cartographie, on fait pencher la balance dans un sens ou dans un autre ? Que ce soit des cartes politiques ou des cartes réellement géographiques, notamment sur la population, etc. Et puis la référence aux différents types de projections, Mercator, Peters, etc. quoi.
Alors, j'aime bien que vous ayez utilisé le mot orienté. C'est évidemment un mot qui parle aux cartographes. Généralement, quand on utilise le mot orienté, je fais remarquer que ça veut dire tourner vers l'Est, l'Orient. Oui, auquel on ne pense pas forcément. Et que nos cartes sont traditionnellement orientées au nord. Ce qui est... Bon, pas depuis si longtemps que ça d'ailleurs, puisque justement les mappemondes médiévales étaient orientés, enfin les mappemondes T d'en haut, comme on dit, les mappemondes à continent, c'était des mappemondes qui étaient... L'Est était en haut. C'est de là que vient le mot, hein, orienté. Alors, orienter, ça veut dire disposer une carte par rapport aux points cardinaux. Mais par métaphore, ça veut dire effectivement en ayant une problématique qui est un peu qui est biaisée, enfin qui donne précisément une perspective particulière à la carte. Donc on peut effectivement jouer et on peut être très malhonnête, ou on peut être honnête mais le dire, mais en même temps donner un point de vue dans l'écriture cartographique comme on le fait dans l'écriture textuelle. Ou oralement d'ailleurs. On peut faire dans les deux cas. C'est-à-dire que on peut raconter dans la carte une histoire en prenant un parti, en ayant de ce fait une orientation au sens auquel vous voulez dire. Alors, il est évident que de ce fait, le cartographe n'est jamais neutre et que c'est pas facile d'aborder la question du Moyen-Orient contemporain, de ce fait. Parce que alors je ne dis pas même les mots du texte, hein, des notices, ou les titres des cartes, mais même parfois d'ailleurs de prendre parti sur des conflits. Allez donc, vous ne pouvez pas être neutre, même si vous voulez l'être, si vous faites une carte du Maroc. Je prends encore quelque chose qui ne va pas susciter, mais si vous mettez des pointillés sur la partie sud du Maroc, vous serez d'ailleurs interdit de vente au Maroc. Bon, ça ne représente pas un marché énorme, hein, mais malgré tout. Mais vous allez au contraire être vigoureusement félicité à Alger. Et la réciproque étant, si vous inversez les paramètres, ça sera le contraire. Bon, je ne vous parle pas de Taïwan. Là, je viens de passer pratiquement 1 an d'échanges par mail pour trouver un compromis, pour avoir pour la première fois une édition de l'Atlas historique mondial à Pékin. Parce que c'est une expérience qui, pour moi, remonte à 2014, le premier atlas que j'avais fait aux arènes, qui s'appelait l'Atlas Global. On avait eu une proposition d'édition chinoise, parce que les Chinois traduisent beaucoup, hein, et ils aiment bien les atlas. Et l'édition chinoise avait dit, d'accord, mais alors vous me virez telle et telle carte. Entre autres, il y avait une carte qui n'est pas dans notre atlas mondial, c'est un atlas plus problématique, plus orienté, comme vous auriez dit, où il y avait une carte des prisonniers, du pourcentage de détenus par pays et du pourcentage de condamnations à mort, du nombre de condamnations à mort. Alors la Chine, elle est très en haut du classement. Hein. Alors, en valeur absolue, évidemment, il y a beaucoup de clients, si j'ose dire, mais éventuellement, même en valeur relative. Il y a que l'Iran, je crois, qui fasse mieux dans les condamnations à mort. Donc la Chine avait dit ça, non, on n'en veut pas de cette carte. Alors non, on n'a pas accepté de faire de la traduction. Puis là, le seul problème qu'il y avait, c'était Taïwan. Ça, c'est le problème récurrent. Si vous mettez Taïwan comme un pays indépendant, bon, ça pose problème. Les Chinois n'en veulent pas. Donc on a abouti à un compromis où Taïwan est représenté comme un pays indépendant, mais il est de la même couleur que la Chine. Bon, c'est du marchandage, hein, je peux vous dire. Mais enfin bon, les Chinois sont de bons commerçants, ils savent marchander. Donc on a mis... Bon, finalement j'ai accepté, parce que je trouve quand même intéressant qu'il y ait cette édition chinoise, sachant que 99,9% des cartes ne posaient strictement aucun problème. Voilà, donc il y a ces difficultés qu'il y a chaque fois quand on est dans des questions qui sont chaudes aujourd'hui, mais pas forcément parce que vous avez toutes les questions des transcriptions. Aujourd'hui, l'analyse post-coloniale pose un tas de problèmes sur les noms propres, sur l'usage des noms propres. Considérant que quand on transcrit par une transcription phonétique en général dans notre propre langue, c'est colonialiste.
Justement, par exemple, on dit Taïwan, on se pose qu'un problème, on est habitué à dire que Taïwan, quand j'étais gosse, on disait Formose. Mais bon, maintenant, plus personne ne connaît ce nom portugais de Formose. Donc, les Chinois ne supportent pas Formose. Ce que je comprends, d'ailleurs, là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, inversement, ils ont accepté que lorsqu'on a la colonisation du XVIIe siècle et que les Portugais puis les Hollandais s'étaient emparés un petit peu sur les littoraux de Taïwan, on met Formose. Ça nous semble, ça fait partie de ces compromis. À ce moment-là, c'est un objet historique, un terme colonial. Voilà, bon. Quand aujourd'hui, on l'a pour des problèmes de cartographie, est-ce qu'on doit écrire Mahomet ou Mohamed ? Voilà, un truc chaud. Bon, la revue L'Histoire avec laquelle je travaille, justement, c'est dans un numéro récent, il y a un précédent numéro, s'était posé la question. Je ne veux pas développer, parce que ça prendrait quand même un certain temps, mais vous avez ce genre de choses. Même chose, Pékin, Beijing, voilà, on peut multiplier les genres de choses. Est-ce que c'est une décolonisation ? Les Anglais nous font aucun reproche de dire Londres et pas London, qui serait pourtant une forme d'impérialisme français, on pourrait dire, etc. Ou Rome plutôt que Roma. Enfin, bon. Donc, on a constamment des éléments. Parfois, certains sont très chauds. Quand vous faites une carte de l'Asie orientale, comment nommez-vous l'étendue maritime qu'il y a entre la Corée et le Japon ? Mer de l'Est ou mer du Japon ? Si vous dites mer du Japon, les Coréens vont... Le livre est traduit en coréen, l'Atlas mondial. La Terre aussi, enfin bon, il y en a pas mal de traduits. Les Coréens sont des gros traducteurs. Si vous mettez mer du Japon, vous allez être traité de colonialiste nippon. Si vous mettez mer de l'Est, les Japonais, qui sont de gros acheteurs d'Atlas, ils vont vous canonner, ça c'est à peu près sûr. Bon, alors évidemment, dans l'édition coréenne, ça s'appelle mer de l'Est. Dans l'édition japonaise, ça s'appelle mer du Japon. Mais c'est normal, c'est l'éditeur local qui accepte. Oh bon, non, il n'y a aucun problème. Là, j'écris par principe Golfe du Mexique. Alors là, évidemment, ça, c'est pas... Il y a même récemment, enfin, c'est pour un truc qui n'est pas encore paru, mais il y avait une carte avec les Caraïbes, et il n'y a aucun nom, mais ça n'avait pas été marqué. Simplement, je dis, non, il faut absolument qu'on mette Golfe du Mexique. Voilà, bon, mais c'est aucun problème là-dessus. Oui, madame. C'est pas vraiment une question, mais une curiosité. L'exemple que vous venez de donner entre mer de l'Est et mer du Japon. Bon, au Japon, c'est écrit mer du Japon. En Corée, c'est écrit mer de l'Est. Mais celui qui est chez nous, il est écrit quoi ? On met les deux. D'accord. Bah oui, j'ai aucune raison de prendre parti, au fond. Donc, ou alors il faudrait trouver un terme colonial, mais si j'inventais un terme en plus, là, on pourrait m'accuser d'impérialisme. Non, il faut mettre les deux dans ces cas-là. Ouais. Ah oui, vous avez raison. Et là-dessus, oui, tout à fait. C'était dans votre question et j'ai dérivé. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait important. Oui. C'est en 1589, si j'ai bonne mémoire, qu'un recueil de cartes est publié pour la première fois avec en couverture le géant qui portait le globe céleste sur ses épaules, le géant Atlas. Et depuis, ces recueils de cartes s'appellent des atlas. Mais avant, ça s'appelait des théâtres du monde, ou des Ptolémées, mais c'est un autre aspect. Théâtre du monde. Theatrus orbis terrarum, parce que c'était en latin en général. Et j'adore cette expression de théâtre du monde, et je regrette beaucoup qu'on ne l'utilise plus, parce que justement, ça implique l'idée de mise en scène. Et effectivement, c'est une mise en scène. Parce que, bien sûr, le premier choix, c'est de savoir si on fait ou pas une carte. Le premier, à l'origine de la collection d'Atlas, il y a les cartes publiées dans la revue L'Histoire. Donc la première chose que j'avais fait, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, dans les locaux de l'Histoire, la première chose que j'avais faite, c'était de recenser les 2000 cartes à peu près que l'Histoire avait publiées en 40 ans. Et c'était très amusant parce que je me suis aperçu qu'il y avait des trous. Alors parfois c'était des trous dans l'histoire de la France qui montrent qu'il y a des trucs qu'on avait un peu oubliés, parce que non seulement ils n'avaient pas la carte, mais en fait ils n'avaient pas fait d'article. Donner un exemple, c'est la guerre de 1870-71. L'histoire en 40 ans, on n'avait jamais parlé.
Donc, il n'y a pas de la commune, oui, ça, mais pas de la guerre. Bon, mais il y a des tas de domaines, et on voit, et alors sur les cartes, c'est encore plus visible, parce que si on se cartographie nos cartes, vous mettez sur un atlas, sur un planisphère, les cartes qu'on a faites, vous avez des zones denses, où il y a plein de, on a fait beaucoup de cartes, et puis des zones où il n'y a pas grand-chose. Et c'est lié à toute une manière d'aborder et de penser le monde. On prend un exemple, l'Iran. À propos de l'Atlas du Moyen-Orient, je me suis battu parce que je me suis aperçu qu'au fond, on était très déficitaire en cartes sur l'histoire de la Perse ou d'Iran. Or, c'est quand même une des grands foyers historiques mondiaux. Enfin, c'est un élément important sur 5000 ans, au moins. Et qu'on dispose, y compris dans tous les atlas des concurrents, prenez le Duby, mais en France, le Muséulaire, enfin, tout ce que vous voulez, les autres atlas, vous verrez que non, l'Iran en France, en français, en allemand, est peu représenté. Alors, il y a un domaine, c'est qu'en fait, on surreprésente, on a beaucoup plus de cartographie et de connaissances sur les domaines où les Français ont été assez présents. Curieusement, une foule de cartes de l'Algérie, une foule de cartes de l'Indochine. D'ailleurs, la tradition, parce qu'on raconte des histoires. Donc, on a fait des articles ou des cartes de la guerre d'Algérie, ou bien sûr de la guerre la guerre d'Indochine pour les Français, puis du Vietnam ensuite. L'Iran, d'ailleurs, aujourd'hui, heureusement que je connais le géographe spécialiste de l'Iran, mais il y a très peu de monde. Vous autres pouvez beaucoup plus facilement trouver un spécialiste de l'Égypte ou du Pakistan que de l'Iran. Parce que depuis 1979, c'est pas très facile d'aller travailler en Iran. Vous savez, aujourd'hui, vous risquez de servir d'otage. Donc, le résultat, on avait très peu de cartes. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran, mais j'ai fait le brief, c'est-à-dire le scénario de la carte. Maintenant, je ne les dessine plus, les cartes. Mais j'ai fait le scénario de la carte, qui raconte l'histoire de l'Iran du début du XVIIIe siècle à 1979. En une seule carte, d'ailleurs. Mais enfin, il y a toute une histoire, qui est en gros une histoire de rétrécissement, parce que les Iraniens ont pris des coups impérialistes. On connaît les Anglais, mais il y a les Russes qui ont vraiment poussé pas mal. L'Iran, au contraire, généralement dominait l'Asie centrale jusqu'au XVIIIe siècle, dominait le Caucase, en concurrence avec les Ottomans, ils se bagarraient là-dessus, et puis était très largement puissant sur le golfe arabo-persique et sur l'expression de compromis et sur ce qu'on appelle le Pakistan aujourd'hui. Donc vous aviez ce grand monde iranien qui s'est progressivement rétréci. Donc j'étais très heureux de faire cette carte, de même qu'on a été heureux, je sais que Vincent Lemire en a été très très content, de faire une carte des 3 empires simultanément, parce qu'au 17e, 18e, vous avez, 17e c'est très net, vous avez l'empire moghol, l'empire safévide, l'empire iranien si vous préférez, et l'empire ottoman. Ces 3 grands empires musulmans, tous les 3, enfin direction musulmane, même si les populations ne sont pas forcément majoritairement, forment un ensemble qui est une manière de penser la vision du monde et une mise en scène qui ne nous est pas habituelle. Donc, effectivement, les choix, c'est d'abord de savoir si on fait cette carte ou pas, si elle existe ou si on peut la faire, si on va la faire. C'est ensuite le cadrage. Et le cadrage des 3 empires, c'est un cadrage différent. Comment on cadre? Est-ce qu'on cadre large? Ce que j'aime bien, c'est-à-dire on contextualise. C'est pour ça que je dis toujours la carte d'abord, la notice après. Ça, pour moi, c'est la différence entre un atlas de géographe et un atlas d'historien. Les historiens, je travaille avec beaucoup d'historiens évidemment, ils commencent toujours par m'écrire un texte. Je dis, peu importe, le texte, ça ne sera pas forcément, non, racontez, faites-moi la description de la carte que vous voulez, je ne vous demande pas de me la dessiner, mais dites-moi ce que vous voulez sur la carte. On fait la carte, puis ensuite le maquettiste nous dit, voilà, vous avez 800 signes, vous avez 600 signes. Alors, généralement, l'historien est fou. Je dis, si, vous allez y arriver. Ou donnez-moi votre texte, je vais vous le réduire. Ça aboutit à un petit texte qui est suffisant en général, parce que l'objet, c'est la carte. C'est un atlas, c'est pas récit. Donc, il y a la mise en scène, et après, bien sûr, vous avez parfaitement raison, il y a les choix des couleurs, la manière dont on va montrer ce que l'on veut montrer. Alors, on a des principes généraux
qui sont valables sur tout l'ensemble des atlas, c'est-à-dire qu'on appelle une charte graphique, qu'on peut discuter, dire qu'on mène nos continents trop à l'eau. Enfin, bon, il y a des reproches qu'on a pu nous faire et ils ne sont pas forcément illégitimes. Mais il s'agit effectivement de faire un certain nombre de choix pour être cohérent. Parce que je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une certaine familiarité sur l'ensemble des publications, qu'on voit que ce sont la même famille de cartes et qu'elles puissent être confrontées les unes aux autres. Mais c'est vrai qu'on peut manipuler le lecteur. Il suffit d'ailleurs de faire des omissions. Mais c'est toujours plus difficile sur une carte que dans un texte, hein, je le disais tout à l'heure. C'est une question curieuse. Vous devez connaître les livres Terraforma et Gaiagraphie de Alexandra Arène. Alors attendez, Gaiagraphie, c'est en fait une autre façon de représenter le terrestre. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est pas le sol. oui, d'accord. À l'extérieur, c'est la zone inaltérée et non vivante, quoi. Et le centre est la zone vivante. Et donc, elles font leurs cartes en représentant tous les flux de l'eau, des animaux, des éléments chimiques, tout ça. Et je me demandais si ce serait possible d'assembler, de juxtaposer, je ne sais pas comment dire ça, les deux. Votre sorte de cartographie et cette cartographie-là qui représente autre chose. Et si c'est pas, enfin, moi je vois pas comment ce serait possible, mais je me dis ça rejoint ce que vous disiez au début sur l'importance des perspectives et de quel point par où on regarde ça. Enfin, et du coup, qu'est-ce qu'on représente? Alors, je suis très sensible à ça parce que effectivement, nous utilisons une gamme extrêmement faible des possibilités d'écriture graphique. Nous avons des traditions, nous avons des modes de lecture, des habitudes qui rendent les choses très difficiles, très restreintes en tout cas. Alors, j'en donnerai un exemple très banal dans un instant, mais effectivement, on peut avoir des infographies qui ne sont pas... C'est pas exactement des cartes, hein, à proprement parler, parce qu'une carte, il faut une échelle, il y a d'autres éléments. Mais on a des modes de représentation graphique, des infographies, dans lesquelles on peut inscrire des cartes, hein, qui nous permettent d'avoir des mises en perspective extrêmement différentes, hein, de ce que l'on veut voir, et c'est utile. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus désarçonner outre mesure le lecteur. Voilà, c'est ça le problème, hein. Il faut être capable, enfin, c'est exactement comme si on se met oralement, on peut employer des termes totalement ésotériques. Au bout d'un instant, on vide une salle, si vous voulez. On ne comprend rien à ce qui est dit. Il faut décoder, il faut un vocabulaire, etc. Ce n'est pas forcé que ce ne soit pas précis, que ce ne soit pas intéressant, que ce ne soit pas innovant, enfin, etc. C'est exactement pareil sur le plan visuel. Donc déjà tout à l'heure, je le disais pour les types de planisphères, si vous mettez ne serait-ce que le sud en haut, comme une célèbre carte dite de MacArthur l'a fait en Australie en 1978, hein, c'est pas si vieux, c'est le sud en haut et c'est le méridien 180 degrés au milieu, ce qu'on appelle l'antiméridien, l'inverse de Greenwich. Donc vous avez l'Australie qui est en haut au milieu. Alors évidemment, ça plaît beaucoup, c'est devenu même une carte postale en Australie, hein. Donc on voit l'Australie, puis tout autour, vous avez l'Afrique, l'Asie, l'Europe est dans un petit coin en bas, là où est l'Australie d'habitude, et les Australiens disent qu'ils en avaient marre d'être en bas à droite. Donc c'est une mise en scène, c'est bien ce que je disais il y a un instant, et rien que ça, la plupart des gens le mettent à l'envers. Alors, j'évoquais Braudel tout à l'heure. Lorsque Braudel a pu faire mettre des cartes dans la Méditerranée, c'est seulement en 1966, donc bien après la première publication, il y a une célèbre carte où on voit combien l'Afrique, et le Sahara en particulier, pèsent sur la Méditerranée. Et pour ça, c'est simplement orienté au sud. Donc vous avez une grosse Afrique, puis une petite Méditerranée en dessous. Et l'Afrique pèse sur la Méditerranée. Et on est dans la manipulation. Ah, c'est, comme vous auriez dit, orienté, même si c'était orienté au sud, là. Mais vous avez, donc c'est important d'avoir constamment ce type de jeu là-dessus. Donc on ne peut pas non plus être totalement surprenant. En même temps, il faut aussi innover. Donc je suis très très sensible. Par exemple, dans l'Atlas historique de la Terre, le troisième, le vert, il y a eu quelques efforts
pour innover sur la représentation de l'océan. Je pense que quand j'aurai le temps de faire une seconde édition, il y a un certain nombre d'autres choses que je veux introduire, sur entre autres la petite pellicule du vivant, parce que ce qu'on appelle la biosphère, bien sûr que si vous la mettez en carte, elle est partout. Même dans l'Antarctique, il y a un tout petit peu de vivant, ne serait-ce que quelques humains. Mais il y en a partout dans l'océan, à des degrés très divers, bien sûr. Mais inversement, si vous la prenez en coupe, du vivant, il y en a jusqu'à quelle altitude ? Alors évidemment, il y a des satellites, hein, il y a de temps en temps des cosmonautes, mais les avions les plus hauts, qui sont des avions militaires, c'est à 20 000 mètres, hein, c'est 20 km. C'est pas haut, hein, sur les 40 000 par rapport à la circonférence terrestre. Si vous prenez les oiseaux qui volent le plus haut, c'est 13 000 à peu près. Hein, c'est très peu, enfin, ils redescendent tout de suite, d'ailleurs, c'est juste quelques incursions. Puis si vous avez verticalement en bas, c'est pas grand-chose non plus. Dans la mer, à 9000, on a des traces de vie. Enfin, c'est infime, il n'y a rien, quoi. Au-delà de 200 mètres, il n'y a pratiquement plus rien. De même qu'au-delà de 200 mètres, vous n'avez pas grand-chose en altitude. Alors évidemment, compte tenu de l'altitude du sol. Mais les arbres les plus hauts sont à 130 mètres. Donc vous n'avez pas de végétaux au-delà. Quelques spores, quelques trucs qui ont... les oiseaux, on a vu qu'ils voulaient aller un peu plus haut, mais la plupart des oiseaux, ils sont pas à plus de 500 mètres au-dessus du sol. Hein. Ça leur servira à rien, d'ailleurs, d'aller plus haut. Hein. Et puis, si vous êtes dans le sol dur, continental, si vous voulez, le sol au sens strict, quand ça fait 10 mètres, c'est énorme. En général, c'est 3-4 mètres. Et au-delà, il n'y a plus de vie. Alors, de temps en temps, il y a une grotte, bien sûr, des trucs. Puis les humains, la plupart des mines, elles sont à 300 mètres, 400 mètres. C'est déjà difficile. Alors, bien sûr, il y en a qui sont des mines d'or qui sont à 3 km. Mais c'est rarissime, c'est infime. Et qu'est-ce que c'est que 3 km ? Voilà, donc vous avez une minuscule pellicule. Et ça, c'est une mise en scène qui, à mon avis, il faut faire. Bonjour. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion justement de travailler avec des géographes d'autres cultures peut-être sur ces questions de représentation graphique. Est-ce qu'il y a des choses, parce que là on parle de normes, si je comprends bien, de normes occidentales qui se sont instituées aussi, qui se sont mondialisées. Est-ce qu'il y a encore d'autres écoles de géographie dans la représentation ? Et je ne sais pas, moi justement les échanges qu'on avait, ça me faisait aussi penser à la notion de territoire vécu. Est-ce qu'il y a aussi d'autres façons où on peut s'autoriser à expérimenter d'autres formes de représentation qui correspondent pas, par exemple, à l'échelle, au kilométrage, au code un peu... Oui, il y a deux choses. Il y a d'une part la remarque un peu postcoloniale sur la diversité des traditions cartographiques, ça c'est la première. Et puis il y a la deuxième qui est les modalités qu'on peut avoir qui nous permettent, entre autres, de faire intervenir le vécu, les modes de représentation, les rapports de force qui peut traduire dans la carte. Voilà. Ce qui n'est pas forcément la même chose, d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, depuis déjà quelques décennies, enfin peut-être pas quelques décennies, mais une bonne décennie en tout cas, le petit monde des cartographes est vraiment en ébullition. Et on a des tas de courants, de mouvements, de personnalités qui travaillent ce genre de choses. Donc évidemment, je ne peux pas y échapper. Hein. Vous me parliez de Neftisver, hein, qui a inventé l'expression contre-cartographie. La cartographie radicale. Voilà, alors on dit cartographie analytique, on dit alter-cartographie. Vous avez tout à fait ce genre d'éléments. Bon, c'est de la cartographie. Comme d'autres. Simplement, on va utiliser, entre autres, le principe de faire ses cartes soi-même. Ça, c'est une des démarches importantes. J'ai d'ailleurs participé à ce genre de choses en faisant des outils, des objets en bois qu'on déplace. D'ailleurs, lorsque j'étais venu à l'histoire... à venir, oui, au Festival d'Histoire à venir. Oui, voilà, l'histoire... j'avais amené un de ces trucs qui permettent de simuler des situations. Donc, il y a des modalités qui permettent d'essayer de s'approprier. On fait beaucoup quand il y a question d'aménagement, dire que des agriculteurs, que des habitants d'un quartier en construction, que des populations tiers-monde. Et par exemple, j'ai connu, alors évidemment c'était dans des temps un peu plus calmes, des cartographes qui ont beaucoup travaillé en Palestine. Sur les territoires. Là, oui, l'enjeu qu'il y avait là derrière, comment se penser, représenter, s'approprier la pensée de son propre territoire. Donc, oui, bien sûr, c'est évident qu'il faut faire ça. L'autre versant, c'est celui des traditions culturelles différentes. Alors, on en a vu une qui est une des traditions les plus formalisées avec la cartographie polynésienne.
Bon, il y a aujourd'hui, c'est vrai que comme toute histoire, on se désoccidentalise. L'histoire de la cartographie est aussi ouverte maintenant à d'autres formes que la traduction de l'histoire issue de la cartographie grecque. Heureusement déjà, cette même histoire était déjà par le passage par le monde musulman du 7e, 13e siècle. Puisque dans le domaine scientifique, dont la cartographie et l'astronomie, parce que les deux allaient absolument ensemble, c'est plus les Irakiens ou les Iraniens qui ont contribué à le développement de l'astronomie et cartographie, la tradition de Ptolémée, si vous voulez, à une époque médiévale, que les savants occidentaux, qui ensuite ont pris le relais. Bon, donc déjà, il y avait un petit détour interne qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres historiques, géopolitiques en particulier. Mais on oubliait complètement d'autres mondes. Alors on dit, oui, mais il y a des peuples cartographiques et des peuples pas cartographiques. C'est pas simple. Parce que qu'est-ce qu'on range dans la cartographie? Vous pouvez avoir des aspects... La cartographie, ça peut avoir des aspects techniques. Et ça, c'est des choses anciennes. Je contrôle un territoire. Généralement, ce n'est pas à grande échelle. Hein. C'est vraiment local. Bon, c'est à grande échelle au sens des cartographes, c'est-à-dire que c'est une petite fraction, du 1 millième, du 1 10 millième, le cadastre, si vous voulez. Et de fait, il y a des cartes très anciennes qui sont des cadastres. Il y en a un très célèbre dans l'Italie du Nord qui est un cadastre néolithique de peuples qui n'écrivaient pas. C'était des copains d'Ozzi dont on parlait tout à l'heure, c'était à peu près à la même époque. Le cadastre de Bedolina, qui est une pierre gravée où on voit l'appropriation territoriale et des champs, des maisons qui étaient vus depuis ce rocher. Ouais, c'était une carte, hein. Et ils n'avaient pas d'autre écriture. Mais dans des peuples qui avaient par ailleurs une autre écriture, il est évident que en Mésopotamie et plus encore en Égypte, après chaque crue, il fallait, quand il y avait des crues, il fallait reconstituer les champs. Et donc, on avait des cartes. Là, on en a gardé. On en a des traces de ces cartes-là. Il y a un papyrus de Turin qui est célèbre. Donc, vous avez une appropriation. Ça peut ensuite prendre une certaine ampleur, parce qu'on peut dire que les cartes des navigations du XVIIe siècle sont des cartes d'appropriation. Et puis, il y a des cartes qui sont au contraire des visions du monde, des cosmogonies. Et la map-monde médiévale, c'est ça. Elle nous raconte que c'est tout simplement l'histoire de la Genèse. Noé, il repeuple le monde, c'est ses 3 fils. Et il y en a un qui part vers l'est, l'un qui part vers le sud, l'autre qui part vers l'ouest. Et puis donc, les 3 fils ont chacun un territoire. Ça va donner 3 peuples. Et on leur donne des noms des noms de territoires qui sont Asie, Europe, Afrique, qui sont des noms antiques. Bon, voilà, c'est une cosmogonie. Ça ne nous dit rien de pratique. Dans les faits, ça va donner une certaine appropriation du monde, mais ce n'était pas l'objectif, hein, ce n'était pas ça le problème. Donc, des cosmogonies, quelle société n'en a pas? Simplement, elle va les incarner dans une image réalisée ou pas. Par exemple, il est assez fréquent dans les histoires traditionnelles de la cartographie de dire le monde chinois a une cartographie très ancienne. Pen Shui, qui est au IIe siècle de notre ère, est un grand théoricien de la cartographie. Il est l'exact contemporain de Ptolémée. Donc une cartographie est une cartographie d'appropriation. Parce que l'Empire chinois, ce qu'il fait, c'est du carroyage. Et il a des cartes d'une précision remarquable qu'aucun Européen n'avait au Moyen-Âge, hein, de son propre territoire. Mais c'est lié au contrôle que l'Empire voulait faire précisément de son territoire. Et c'est pas du tout une cosmogonie, ce qui ne veut pas dire que les Chinois n'avaient pas des pensées cosmogoniques sur le sens de l'Est, du Nord. N'oubliez pas que toutes les villes chinoises sont, en théorie, en pratique c'est toujours un peu plus compliqué, mais sont au cordeau. Vous avez un axe nord-sud et un axe est-ouest. L'axe nord-sud c'est religieux, à Pékin c'est Montagne du Charbon, Temple du Ciel, avec au centre évidemment la cité interdite. Puis l'axe est-ouest c'est l'axe du commerce, avec un marché de l'Est et un marché de l'Ouest, qui ont chacun un sens différent. Toutes les villes chinoises sont construites a priori sur ce modèle-là. Bon, on est dans une planification, mais qui est au part une carte cosmogonique, hein, que l'on a. Donc les Européens ont leur cosmogonie, la map monde d'en haut que j'évoquais, c'est ça, et sauf que c'est devenu nos continents. C'est assez amusant, on a projeté sur le monde quelque chose qui était une pensée parfaitement religieuse. Et on va dire, les Chinois ont une grande tradition cartographique, mais pas les Indiens. Les Indiens, ils font pas de cartes. Ouais, ils font des mandalas.
le mandala avec le mont Meru au centre, le pivot du monde, et toute une construction avec tout un ensemble de terres et d'îles, c'est une parfaite cosmogonie qui nous donne une description du monde, que les Chinois, d'ailleurs, dans les versions taoïstes, ont aussi leur propre, avec aussi un mont Meru. Vous avez ces éléments-là, mais prenez, les anthropologues, généralement, ne sont pas forcément pensés, ils ont pensé plus les cosmogonies en un sens d'un récit, d'une création du monde et d'une organisation du monde. Mais si vous relisez la plupart des travaux d'ethnologues racontant une cosmogonie, vous avez aussi une vision du monde, une géographie, si vous voulez, donc une cartographie qui s'en inspire. La célèbre histoire des Dogons de Griaule, c'est des histoires de calebasses emboîtées. Alors, à Griaule, en plus, on a fait le croquis. Alors, c'était formidable. Là, vous avez un exemple qu'on utilise souvent. Mais c'est vrai dans toutes les sociétés. Donc là, bien sûr, il faut les retrouver. Car ils peuvent nous apprendre des choses. Les cartes en réseau, comme celles des Polynésiens, aujourd'hui, peuvent nous être tout à fait techniquement intéressantes. Donc, il ne faut pas négliger ce genre de choses. Néanmoins, on apprend à lire des cartes dès notre plus jeune âge, et on a des habitudes. Aujourd'hui, une carte, c'est fondamentalement ce que techniquement on appelle une carte choroplète, c'est-à-dire des patadoïdes. Un trait, et l'intérieur on remplit. Vous avez tous eu un jour un puzzle avec les départements français. Alors ça pose d'ailleurs un petit problème mathématique amusant, c'est qu'on peut le cartographier avec 4 couleurs en ayant 2 départements, aucun département voisin de même couleur, mais aller le prouver, c'est très compliqué. Peu importe ça, ce truc mathématique, mais vous avez le fait que, ce que j'appelle la pensée puzzle, qui apparaît au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe et qui est consécutive à la fabrication des États nationaux. C'est-à-dire des territoires où on a une unité et une limite qui devient linéaire. Alors que ce n'était pas du tout comme ça avant, dans les sociétés plus anciennes en Europe, et évidemment ailleurs. Donc, évidemment, notre cartographie en dérive. On fait des cartes, et aujourd'hui, j'essaye discrètement, petit à petit, d'introduire des limites floues. Parce que quand vous faites une carte de l'Empire mongol au XIIIe siècle, Gengis Khan, si vous ne faites pas une limite et puis une étendue, la plupart des lecteurs ne comprendront pas. Ou diront, mais on en est où? Donc, néanmoins, on peut commencer à introduire... Alors là, ce n'est pas là où on a fait des innovations. Hein, mais dans les atlas, de temps en temps, j'essaye d'introduire, par exemple, le problème du flou. Le problème non plus de la limite en discontinuité nette, mais une discontinuité par progression. Ça pose problème de lecture très vite. Merci beaucoup Christian, c'était fascinant, très intéressant, on pourrait vous écouter pendant des heures en vérité, et on pourrait parler aussi pendant des heures de toutes ces histoires rassemblées dans cet ouvrage très intéressant, L'Esprit d'aventure, exploration et curiosité de l'histoire du monde chez Armand Collin. Vous pouvez vous procurer évidemment à l'accueil, et je recite également l'Atlas historique du Moyen-Orient, cette fois-ci aux arènes, également disponible à l'accueil, avec l'ensemble des atlas historiques des 5 derniers. Merci encore une fois et à bientôt, merci. Vous venez d'écouter Christian Grattalou à la librairie Ombre Blanche, samedi 6 décembre 2025, pour la présentation de son ouvrage paru chez Armand Collin et intitulé « L'esprit d'aventure, exploration et curiosité de l'histoire du monde ». Christian Grattalou a aussi signé chez cet éditeur entre autres « Faut-il penser autrement l'histoire du monde » en 2011, « Cabinet de curiosité de l'histoire du monde » en 2020 et des atlas aux éditions Les Arènes tels que l'Atlas historique de la Terre en 2022, l'Atlas historique du ciel en 2024 ou encore l'Atlas historique du Moyen-Orient en 2025 avec Vincent Lemire. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.